Regardons maintenant de plus près comment, dans les faits, le monde gère cette pandémie, qui ne repose sur aucun fondement. Je souhaiterais en premier lieu attirer l'attention sur ceux qui prétendent que beaucoup de gens meurent. Des gens meurent à Bergame, des gens meurent à New York. Commençons d'abord par examiner les causes de cela. Puis nous nous demanderons comment cela aurait-il pu être traité autrement. Nous savons tous qu'il y a un virus qui traîne dehors. Comment cela peut-il être traité ? Intéressons-nous d'abord à la question « Pourquoi cela se produit-il » Brian Ardis nous a rejoints. Dr Brian Ardis du Texas. Comment expliquez-vous le fait que de si nombreuses personnes semblent être mortes, à New York notamment, du coronavirus ? C'est une excellente question. Dès le début de mai 2020, je me la suis posée moi-même, car en mars et en avril 2020, il y avait des témoignages incessants dans les médias de la part de médecins et d'administrateurs d'hôpitaux à New York qui se lamentaient et rapportaient le même scénario. Chaque fois qu'ils étaient interrogés par les médias, qu'observez-vous chez les patients que vous traitez pour le Covid-19 dans les hôpitaux de New York ? Ils répondaient tous la même chose, tous sans exception. Nous n'avons jamais vu un virus respiratoire faire cela auparavant. À partir du moment où nous commençons à traiter ce virus respiratoire, vers les jours 3, 4 et 5 du traitement, le virus quitte les poumons et il commence à attaquer les reins et à provoquer une insuffisance rénale aiguë, chose que nous n'avions jamais observée auparavant. Et il n'arrêtait pas de répéter, nous ne manquons pas seulement de respirateurs ici à New York, mais nous manquons également de machines de dialyse. Cela m'a fortement intriguée. J'ai justement vécu un scénario similaire à peine 3 mois plus tôt par rapport à mai 2020 où je voyais toutes ces interventions dans les médias. Mon propre beau-père est décédé à l'hôpital suite à un mauvais protocole de soins début février 2020. Ma femme et moi avons reçu un appel téléphonique le 3e jour de son traitement contre la grippe, nous annonçant qu'il souffrait d'insuffisance rénale aiguë, avant de se rendre compte que c'était dû à un médicament qu'on lui avait prescrit non recommandé pour la grippe, car reconnu pour provoquer une insuffisance rénale aiguë. Indépendamment du Covid, 3 mois plus tard, je lis un mémo d'Anthony Fauci du NIH, car je cherchais à comprendre pourquoi tous ces médecins, infirmières, administrateurs d'hôpitaux à New York continuaient de rapporter la même chose que j'avais vécu. Au jour 3, 4 et 5 du traitement contre le soi-disant virus, le Covid-19 SARS-CoV-2, ils constataient de nombreux cas d'insuffisance rénale aiguë. Je me suis alors rendue sur le site cdc.gov et il n'y avait pas de protocole concernant le traitement des patients hospitalisés pour le Covid-19, mais un renvoi vers un protocole du NIH pour le Covid-19. Et dans ce mémo attaché au site nih.gov, c'est là qu'Anthony Fauci a publié ses consignes à l'adresse du monde entier. C'était à la mi-mai 2020. Il a annoncé qu'il n'y avait qu'un seul et unique médicament autorisé dans tous les hôpitaux d'Amérique pour les Américains hospitalisés à cause du Covid-19. Et ce médicament antiviral expérimental s'appelle le Remdesivir. Dans les 2 études promouvant son utilisation, il a été jugé sûr et efficace contre le virus Ebola, 1 an auparavant en Afrique. Puis il a dit qu'il avait été jugé sûr et efficace lors d'un essai en mars 2020, à peine 2 mois plus tôt. Essai mené par le fabricant du Remdesivir, Gilead France. Dans ce mémo, il a poursuivi en déclarant qu'il y avait 2 médicaments interdits car il avait été découvert qu'ils avaient des effets toxiques sur le cœur, entraînant la mort des patients traités pour le Covid-19. Ces 2 médicaments étaient l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Je ne me suis pas intéressée à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine à ce moment-là, mais plutôt à ce médicament Remdesivir car je n'en avais jamais entendu parler. J'ai également appris qu'il était encore expérimental à ce stade et qu'il n'avait jamais été approuvé par la FDA. J'ai donc cherché à creuser ce que le docteur Anthony Fauci déclarait sur le site nih.gov. Quel était son raisonnement pour sélectionner ce seul et unique médicament ? J'ai donc cliqué sur le premier lien vers l'étude du New England Journal of Medicine sur Ebola, puis j'ai lu également la 2e étude. Rainer, vous le savez déjà, parce que nous l'avons déjà abordé dans une précédente interview, je n'arrivais pas à croire ce que j'avais découvert. J'ai appris que le Remdesivir n'avait pas démontré son innocuité et son efficacité contre le virus Ebola. En fait, il s'est avéré être le médicament le moins efficace et le plus meurtrier de l'essai. Et le comité de surveillance de cet essai a suspendu son utilisation pour le reste de l'étude. Plus personne ne pouvait en recevoir, car il était le seul médicament sur les 4 de l'essai publié à avoir un pourcentage de décès
un taux de mortalité supérieur à 50%. Les 3 autres médicaments ne présentaient pas un taux de mortalité supérieur à 50%. Seul le remdesivir était dans ce cas. Voilà pourquoi le comité de surveillance l'avait retiré. C'est ce genre d'information qui m'a fait réaliser qu'Anthony Fauci mentait à propos de ces médicaments. Dans la deuxième étude menée par Gilead Sciences, ils ont donné du remdesivir pendant 10 jours aux patients Covid-19, 53 personnes en mars 2020. Les conclusions rapportaient que pour 31% des patients ayant reçu ce médicament, entre les jours 5 et 10 du traitement, et cela se limitait à 10 jours. 31% de personnes ayant reçu ce médicament et qui étaient positifs au Covid-19 avaient en fait souffert de diverses défaillances d'organes, dont des insuffisances rénales aiguës, ce qui correspondait à ce que tous les médias relataient. Et j'ai tout de suite compris que les médecins étaient tout à fait honnêtes dans leurs déclarations selon lesquelles ils n'avaient jamais vu de virus respiratoire à New York lorsque l'on commençait à traiter les patients Covid-19 provoqués de si nombreuses insuffisances rénales aiguës. C'était tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais utilisé le médicament remdesivir auparavant. Ils ne se rendaient pas compte que le médicament qui leur injectait provoquait une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique et une insuffisance cardiaque, qui sont désormais tous les effets secondaires reconnus du remdesivir. Le plus navrant dans tout cela, je voudrais que le monde entier soit au courant. C'est qu'Anthony Fauci a demandé en mai 2020 à notre gouvernement fédéral des États-Unis d'acheter l'ensemble du stock de ce médicament expérimental, ce médicament raté, mortel. Et il a demandé au gouvernement fédéral des États-Unis de l'exporter vers les autres pays jusqu'à la fin 2020. Ce n'est pas anodin, car que ce soit à la fin 2020 ou aujourd'hui en février 2022, l'Amérique a toujours le taux de mortalité le plus élevé de tous les pays du monde concernant le traitement Covid-19. De tous les citoyens affectés par le Covid-19, aucun autre pays n'a enregistré plus de décès que nous. Et je l'attribue au protocole hospitalier initié dès le début par le docteur Anthony Fauci. Et si vous me le permettez, je vous montrerai toutes les preuves qui étayent mes soupçons concernant ce médicament. Car à présent, non seulement les États-Unis d'Amérique sont le seul pays avec plus de 900 000 morts du Covid-19, mais le Brésil est en deuxième position avec plus de 630 000 morts. Le Brésil, depuis début mars 2021, utilise exclusivement le remdesivir dans tous ses hôpitaux. La corrélation des effets secondaires mortels publiés du remdesivir, selon moi, sur la base des données que je peux vous montrer, démontre que les protocoles hospitaliers qui incluent le remdesivir depuis maintenant 2 ans, avec ses effets secondaires combinés reconnus, sont la première cause de décès chez toutes les personnes hospitalisées pour le Covid-19 dans le monde entier. Ainsi, il apparaît désormais, tout le monde doit le savoir. Depuis le début, j'ai même entendu le terme évoqué par le juge, qu'il s'agit bien d'une pandémie. Dès le début, avant même mars et avril 2020, la ville de New York a été autorisée à expérimenter sur tous les patients new-yorkais un médicament appelé remdesivir, dans le but de tuer une partie d'entre eux, en provoquant des insuffisances rénales aiguës, des décès suite à des œdèmes pulmonaires qui se produisent lorsque vous provoquez des insuffisances rénales aiguës. De l'autre côté de l'océan Atlantique, au Royaume-Uni, il y a une organisation du nom de NICE qui, conjointement avec le Parlement britannique et la MHRA, faisait la promotion de ce qui était appelé les soins de fin de vie. Ils ont mis en place ce protocole pour introduire de la morphine et du midazolam dans les maisons de retraite à travers tout le Royaume-Uni. Et en mars 2020, ils ont administré ce médicament dans les maisons de retraite et ont tué 18 000 personnes en mars 2020, 25 000 personnes en avril 2020. Et ils les ont tous comptabilisés comme des décès Covid-19. Je crois que pour le remdesivir, ici aux États-Unis, que pour les protocoles midazolam, morphine ou soins de fin de vie au Royaume-Uni, tout le monde devrait se référer aux travaux de Claire Wills Harrison, qui est une avocate au Royaume-Uni et qui a fait un grand travail pour relier ces éléments, ainsi qu'à John O'Looney dans son groupe de témoins. Il peut témoigner en tant que directeur de pont funèbre de ces si nombreux décès en mars et avril 2020 attribués à la Covid-19, alors même qu'aucune de ces personnes n'avait eu le Covid-19 en mars et avril 2020 au Royaume-Uni. Je crois qu'il y a eu une énorme opération pour assassiner en masse de nombreuses personnes en utilisant des médicaments et des protocoles de soins recommandés et sélectionnés par les autorités de santé et par nos gouvernements pour générer un grand nombre de morts, puis faire croire au monde que c'était un virus qui avait tué tous ces gens. Et j'ai dit dès le début de mai 2020 qu'ils allaient utiliser ces chiffres de mortalité dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, qu'ils allaient les désigner comme des morts d'un virus nommé Covid-19, qu'ils allaient
allez prendre ces chiffres pour les vendre aux médias et à toutes les entreprises d'Amérique et du Royaume-Uni, prétendant qu'il y a un virus mortel qui circule tout autour du monde et que vous devez vous inscrire à notre futur programme de vaccination à venir, dont nous parlerons plus tard au cours de ce procès. Les vaccins étaient dès le début l'objectif final. Ils devaient assassiner de nombreuses personnes pour convaincre les autres qu'il s'agissait d'un virus mortel. Souhaitez-vous que je présente les preuves ? Oui, s'il vous plaît. Anthony Fauci a déclaré qu'en mai 2020, un essai sur le virus Ebola avait été établi, que le remdesivir était sûr et efficace contre Ebola. Vraiment ? C'est l'essai réel qui se trouve encore dans le New England Journal of Medicine. Vous pouvez voir sur le côté droit de la page, il a été publié le 12 décembre 2019. Cette étude avait commencé en novembre 2018. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 4 ils ont pris 4 médicaments expérimentaux. Tous les patients ont été traités. Vous voyez les noms. ZMapp, un triple anticorps monoclonal, un agent antiviral appelé remdesivir, un anticorps monoclonal simple, le MAB114, et puis un anticorps monoclonal triple que le monde connaît maintenant, le Regeneron, en abrégé REGN-EB3. C'était la véritable étude. En se rendant dans 4 régions d'Afrique et administrer 4 médicaments différents à des patients atteints d'Ebola. Les conclusions d'emblée. Quand vous regardez n'importe quelle étude, il vous donne un résumé. Et ensuite, il vous montre les conclusions. C'est vraiment abominable. Et tout le monde doit voir ça. Dès le départ, si vous allez là-dessus, les conclusions sont que MAB114 et Regeneron sont supérieurs au ZMapp pour la réduction de la mortalité due au virus Ebola. Point final. Bon, je tiens à attirer votre attention sur ceci. C'est publié dans le New England Journal of Medicine. Remarquez que la conclusion ne cite que 3 médicaments. Mais dans l'étude, il y en avait 4. Ils disent que le MAB114 et le Regeneron étaient tous deux supérieurs au ZMapp dans la réduction de la mortalité due à Ebola, mais l'étude comportait 4 médicaments. Intéressant. Puis, ils ont mentionné le remdesivir. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu le montrer dans les conclusions du début de l'étude. Ok, si vous regardez entre parenthèses ici, sous les conclusions, vous verrez que l'étude est financée par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. C'est lui qui a financé toutes ces études sur Ebola en Afrique en 2018 et 2019. Qui est le chef des Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses ? Je veux juste m'assurer pour le monde entier que c'est enregistré. Vous pouvez voir que le directeur du département du NIH qui a financé l'essai Ebola NIAID est le docteur Anthony Fauci. La première déclaration est « Le docteur Anthony Fauci est directeur depuis 1984 ». C'était donc le même directeur pendant cette étude de 2018 à 2019. Comment ont-ils dépisté Ebola chez ces personnes ? Il suffit d'écouter le docteur Sonia. Pour tous les patients de l'essai Ebola, ils ont utilisé le test PCR pour déterminer s'ils avaient Ebola. De manière dégoûtante, ils ont accepté les femmes enceintes avec un test PCR positif pour le Ebola. Regardez le dernier passage surligné. Même des nouveau-nés âgés de 7 jours ou moins ont été inclus dans cet essai de médicaments expérimental en Afrique si la mère était étiquetée positive Ebola. Je trouve ça dégoûtant qu'un essai de médicament expérimental inclue des enfants de 7 jours et moins, sans symptômes, juste parce que la mère a été testée positive. À présent, dans la section mortalité de cette étude sur Ebola en Afrique, le 9 août 2019, alors que 681 patients avaient été enrôlés, le Conseil de surveillance de données et de la sécurité a effectué une analyse intermédiaire des données de 499 patients et sur la base de 2 observations en août 2019. Ils ont recommandé de mettre fin à l'assignation aléatoire de ZMapp et de remdesivir. Donc, le Conseil de sécurité a constaté 2 problèmes avec ZMapp et avec remdesivir et a mis fin à leur utilisation pour la suite de cet essai. Alors, qu'est-ce qui était si inquiétant ? Voici le tableau 2 de cette étude. Que le groupe, le public et le jury tournent leur regard ici pour lire le titre du tableau 2. Comparaison des décès à 28 jours en fonction du groupe de traitement.
Vous avez la colonne de la population sur la gauche, puis les 4 médicaments énumérés ZMapp, Remdesivir, MA114 et le Régénéron est noté REGNEB3. La première statistique listée sous chacun d'entre eux est le taux de mortalité. Quel est le pourcentage de personnes ayant reçu ce médicament au cours de cet essai qui sont décédées? ZMapp avait un taux de mortalité de 49,7%, vous le verrez entre parenthèses, juste en dessous du nom ZMapp, dans la zone en surbrillance intitulée Overall Global. Tous ceux qui ont reçu le ZMapp, 49,7%, sont décédés. Le Remdesivir, avec un pourcentage de perte de 53,1%, et MAB114, 35,1% de décès. Régénéron, 33,5%. Sur la base de ces informations, le Conseil de sécurité a constaté que le Remdesivir avait le taux de mortalité le plus élevé et était le moins efficace dans l'essai, et a donc décidé de le retirer de l'essai ainsi que le ZMapp. Si vous étiez Anthony Fauci et que vous possédiez cette étude que vous avez financée et que vous deviez choisir un médicament et un seul, qui sera le seul médicament injecté contre le Covid-19 à tous les citoyens américains innocents, est-ce que l'un d'entre vous, sachant ce que le Conseil de sécurité savait quand il a retiré le Remdesivir, en voyant que c'était le seul médicament qui avait un taux de mortalité de 53,1%, lequel des 4 auriez-vous choisi? Et puis j'aimerais que vous vous demandiez pourquoi Anthony Fauci a choisi le Remdesivir, alors que le Conseil de sécurité avait lui-même des doutes. Lequel auriez-vous choisi? Ce sont les 4 seuls médicaments au monde que vous pouviez choisir. J'espère et je pense qu'en tant qu'administrateur de soins de santé ou responsable d'un département pour l'ensemble du pays, vous décideriez de choisir celui qui a le taux de mortalité le plus faible, comme le Régénéron dans ce cas. Juste pour attirer votre attention, c'est à la fin de l'étude, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, et ensuite, il y a eu une liste abrégée des auteurs qui ont contribué à l'étude. Après avoir vu cette étude sur l'essai Ebola, j'ai su qu'Anthony Fauci mentait grossièrement, qu'il n'avait pas été prouvé que c'était sûr et efficace contre le virus Ebola. Mais c'est ce qu'il a dit. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il avait trouvé dans l'étude de Gilead. Elle s'est déroulée en mars 2020. Vous verrez qu'elle a été publiée le 11 juin. C'était leur propre étude. Cela a été fait à partir de janvier, juste pour que vous sachiez, l'essai Ebola avait lui été publié en décembre 2019. Dans cet essai, le Remdesivir avait été retiré et s'était avéré être le moins efficace et le plus mortel. Juste un mois plus tard, en janvier 2020, on donne à Gilead l'opportunité de conduire cette étude avec le Remdesivir sur des patients Covid-19. L'essai sur Ebola était de 28 jours de traitement par patient avec ces médicaments. Ils ont découvert que plus de personnes sont mortes qu'à cause de n'importe lequel de ces autres médicaments. Dans cet essai, Gilead a été malin et a dit qu'on administrerait le médicament aux patients Covid-19 que 10 jours, parce que 28 jours de traitement ont tué la plupart des gens de l'essai qui venaient de se terminer un mois plus tôt. Voici les résultats publiés par Gilead de leurs 10 jours d'empoisonnement au Remdesivir chez les patients Covid-19. 23% d'entre eux ont présenté des effets indésirables graves entre le 5e et le 10e jour. Défaillance de plusieurs organes, le choc septique, des lésions rénales aiguës et de l'hypotension. 8% ont interrompu le traitement prématurément à cause des risques. Ils n'ont même pas tenu toute la période. 1 en raison de l'aggravation d'une insuffisance rénale préexistante, 1 d'une défaillance d'organes multiples et 2 ont dû subir une transplantation rénale parce que le médicament a détruit leurs reins. Tout ce que j'ai entendu, c'est que nous n'avons jamais vu un virus causer des lésions rénales aiguës, alors qu'en fait, 31% des personnes qui ont reçu du Remdesivir pendant 10 jours souffrent d'une insuffisance rénale aiguë et en font état dans l'essai de Gilead 2 mois plus tôt. Alors que 10 jours de Remdesivir sont administrés à 53 patients Covid-19 de Gilead, une étude est menée exactement au même moment en France, sauf que la France a donné du Remdesivir de janvier à mars 2020. Ils ne l'ont donné qu'à 5 personnes, 5 patients positifs au Covid-19, dont un de Wuhan. Ils ont administré le médicament 14 jours au début 2020. Qu'ont-ils trouvé ? Voici ce qu'ils ont fait. Je vous montre juste les dates du 24 janvier au 1er mars. Ils ont été diagnostiqués Covid-19 et traités avec le Remdesivir de Gilead. Voici les personnes qui ont été enrôlées à Paris, qu'ont-ils trouvé ?
Ils avaient en fait établi une durée de traitement de remdesivir de 14 jours. La partie de l'étude surlignée à l'écran montre que le remdesivir a été interrompu avant la durée initialement prévue chez 4 des 5 patients en raison d'élévation de l'alanine aminotransférase, qui est une augmentation des enzymes de toxicité hépatique dans le sang, abrégée en ALT, dans la plupart des analyses de sang. Ils ont dit que ce résultat était de 3 à 5 fois supérieur à la normale au cours de ces 14 jours. Ils ont donc retiré ces 2 patients du médicament rapidement et ont ensuite fait de même dans 2 cas en raison d'insuffisance rénale nécessitant une transplantation. Donc, 2 des 4 patients qui ont été retirés ont dû l'être parce que leurs reins sont morts et ont nécessité une transplantation rénale. Avant de leur administrer le remdesivir, la fonction hépatique et la fonction rénale avaient été testées et elles ont été évaluées chaque jour pendant l'administration du médicament. 4 des 5 patients ont dû arrêter le traitement plus tôt. 2 d'entre eux ont dû subir une transplantation rénale et un seul a survécu aux 14 jours de traitement. 2 des 5 patients sont morts des suites du traitement au remdesivir. Ce n'est pas pour rien que la France ne compte pas autant de morts que nous. Cette étude a été menée et finalisée en mars 2020. Avançons rapidement jusqu'en novembre 2020. Le remdesivir, proclamé par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont déterminé et proclamé, lisez la partie surlignée, l'antiviral remdesivir ne devrait pas être utilisé comme traitement pour les patients hospitalisés Covid-19, a déclaré jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Un mois seulement après que la Food and Drug Administration l'ait approuvé pour traiter des patients de plus de 12 ans hospitalisés pour Covid-19. Le 22 octobre 2020 était la date à laquelle la FDA américaine a approuvé le remdesivir comme médicament pour traiter les patients atteints du Covid-19 et l'Organisation mondiale de la santé juste le mois suivant. Vous verrez la date ici, le 19 novembre, l'OMS a déclaré « Nous ne recommandons pas cela sur la base de toutes les données que nous avons examinées ». Gilead a fait l'état de ces informations et de la collecte de données par l'Organisation mondiale de la santé. Gilead a même déclaré que le remdesivir avait des effets secondaires potentiels sur les reins qu'ils ont signalés à l'Agence européenne des médicaments. Nous sommes en novembre 2020. Pour le jury et pour le juge, j'aimerais présenter une information qui est probablement la plus troublante de ces 2 années d'études de ces protocoles hospitaliers. Elle a été publiée dans Nature Medicine le 10 juillet 2020. J'aimerais que vous lisiez le début de ce résumé. C'est 2 mois après qu'Anthony Fauci ait obtenu que Gilead, le fabricant de remdesivir, soit la seule société pharmaceutique à avoir obtenu le seul contrat pour le seul médicament destiné à traiter tous les patients hospitalisés pour Covid-19 dans tous les États-Unis. Le titre de cette étude est « Manifestation extra-pulmonaire du Covid-19 », ce qui signifie ce que le virus provoque dans le corps ailleurs que dans les poumons. Quel autre organe il rend malade ? Lisons la toute première phrase ici. Le Covid-19 est surtout connu pour provoquer une pathologie ou une maladie respiratoire conséquente. Il peut également entraîner plusieurs manifestations extrapulmonaires ou processus pathologiques en dehors des poumons. Ces pathologies comprennent des complications thrombotiques, c'est-à-dire des troubles de la coagulation sanguine, un dysfonctionnement du myocarde, des maladies cardiaques et des arythmies. Le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des lésions rénales aiguës, des symptômes gastro-intestinaux et des lésions hépatocellulaires signifient toxiques pour le foie. Lorsque j'ai reçu cet article, rappelez-vous, c'était 2 mois après que Gilead Sciences ait été autorisé à être le seul fabricant de médicaments à fournir une solution à tous les patients hospitalisés pour le Covid-19. Quand j'ai lu cet article, je savais déjà que le virus lui-même n'était pas la cause principale des lésions rénales aiguës. Il s'agissait bien du remdesivir et de toxicité pour le foie comme mentionné ici, mais Nature Medicine, en juillet 2020, sort cette publication destinée au monde entier pour dire que ce nouveau virus provoque ces problèmes dans le corps, alors que les médecins le traitent. Donc, il est dit que c'est à cause du virus et de rien d'autre. Alors voici ce qui a été rapporté dans cette étude. En Chine, l'incidence des lésions rénales aiguës chez les patients hospitalisés pour Covid varie de 0,5 à 29%. Et ces lésions sont survenues en moyenne dans les 7 à 14 jours suivant l'admission à l'hôpital. C'est donc entre la première et la 2e semaine de traitement que les lésions rénales aiguës sont survenues. Mais des études américaines ont rapporté des taux beaucoup plus élevés de lésions rénales aiguës, dans une étude portant sur près de 5500 patients admis pour le Covid-19 dans un système hospitalier de la ville de New York. 37% des patients ont présenté des lésions rénales aiguës, 14% d'entre eux nécessitant une dialyse. Rappelez-vous, ils ont tous dit qu'ils n'avaient pas assez de place en dialyse. Puis lisez ceci, environ 1/3 des patients de l'étude ont été diagnostiqués pour lésions rénales aiguës dans les 24 heures suivant leur admission.
Le seul médicament utilisé dans cette étude dans les hôpitaux de la ville de New York en mars et en avril 2020 était le remdesivir. C'est la seule différence entre ce que la Chine faisait et ce que nous faisions. Je n'arrivais pas à y croire. Dans la déclaration éthique de cette publication de Nature Medicine pour le monde entier sur ce que le virus fait et comment les médecins devraient le traiter partout, nous voulons que vous reconnaissiez que le virus du SARS-CoV-2, le Covid-19, provoque tous ces problèmes dans d'autres organes du corps. Dans les déclarations d'éthique, vous devez énumérer ce qui contribue aux données de l'étude. Vous devez répondre à « Avez-vous peut-être un conflit d'intérêts pour être autorisé à participer à la contribution des données ?» J'ai mis à l'écran pour le jury, une femme nommée Joanne J.M.B. rapporte des honoraires pour sa participation à un comité d'examen des subventions pour Gilead Biosciences. Pourquoi quelqu'un payé par Gilead serait-il autorisé à contribuer ? Alors qu'ils sont la seule compagnie pharmaceutique à fournir le seul médicament aux patients hospitalisés pour le Covid-19, pourquoi un employé de Gilead serait-il autorisé à contribuer à définir les effets secondaires du virus que vous traitez, alors qu'en fait, je vais vous le montrer, c'est en fait tous les effets secondaires, tout cela ici. Ces effets secondaires qui sont listés ici sont en fait des effets secondaires du remdesivir. Et nous pouvons le prouver. Donc, le remdesivir en avril 2021. Il existe en fait une analyse de la base de données de la sécurité sanitaire mondiale. Ils veulent comparer ce qui se passe dans le monde, ce qui inclut ce public. 4 médicaments principaux sont utilisés pour traiter tous les patients atteints de Covid-19. Nous sommes en avril 2021. Ils veulent voir s'il est vrai que le virus responsable du Covid-19 provoque une lésion rénale aiguë chez la majorité des gens et que c'est un effet secondaire du virus. Nous allons consulter la base de données de l'OMS et nous allons comparer 4 médicaments qui traitent les patients Covid-19 dans le monde entier. Le remdesivir, l'hydroxychloroquine, le lopinavir et un médicament qui est un anticorps monoclonal appelé tocilizumab. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Voici la présentation. Lisez la partie surlignée. L'ODDS ratio 1 compare le nombre de cas d'insuffisance rénale aiguë rapportés avec le remdesivir avec ceux rapportés avec d'autres médicaments prescrits dans des situations comparables de Covid-19. C'est important. La partie la plus importante de toute cette affaire est qu'ils ont prescrit ces 4 médicaments dans des situations comparables de Covid-19. Dans la publication de Nature Medicine, ils ont dit que le virus provoque des lésions rénales aiguës. Ils vont comparer et regarder si c'est vrai. Tous ces patients positifs au Covid-19 dans le monde développent-ils tous une insuffisance rénale aiguë à la même échelle? Et nous allons examiner tous ces patients traités avec 4 médicaments différents. Hydroxychloroquine, tocilizumab, lopinavir. Et qu'ont-ils trouvé? Tout d'abord, l'ODDS ratio de l'insuffisance rénale aiguë avec le remdesivir était 20 fois supérieur à celui des médicaments comparés. 20 fois plus. Le remdesivir est connu pour causer une insuffisance rénale aiguë? Absolument. Maintenant, nous bouclons la boucle en octobre 2021, juste 5 mois après avril. Et il y a un journal qui s'appelle le Journal de toxicologie cardiovasculaire. Le titre « Effet cardiotoxique potentiel du remdesivir sur le système cardiovasculaire ». Lisez en bas. Le remdesivir peut également induire des effets cytotoxiques ou toxiques cellulaires significatifs sur le cardiomyocyte, les cellules cardiaques, ce qui est bien plus grave que les effets cardiotoxiques de la chloroquine. La toxicité induite par le remdesivir est due à sa liaison avec les mitochondries de l'ARN polymérase. Je dois relire ça. En mai 2020, Anthony Fauci a dit « Vous ne pouvez pas utiliser la chloroquine. Vous ne pouvez pas utiliser l'hydroxychloroquine avec ces patients Covid-19 parce qu'on a constaté que la chloroquine provoque des maladies cardiaques et des décès chez les patients traités pour Covid-19. On ne va donc pas utiliser que le remdesivir. » En octobre 2021, vous pouvez voir les données en haut. Le journal est à gauche. Toxicologie cardiovasculaire en premier. Dans la partie surlignée, le remdesivir peut aussi induire des effets cytotoxiques significatifs sur les cardiomyocytes, ce qui est bien pire que les effets cardiotoxiques de la chloroquine. Il s'agit d'une étude datant de 2020 et citée par Anthony Fauci qui disait, je cite, « La chloroquine et l'hydroxychloroquine augmentent le risque de décès chez les patients atteints de Covid-19 ». Ils ont dit dans cette étude que les 4 traitements étaient aussi indépendamment associés à un risque accru de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire nouvellement apparue. Cette étude a donc révélé
des effets cardiaques toxiques dus à la chloroquine et à l'hydroxychloroquine qui augmentent, lisez le titre, le risque de décès de Covid-19. Cependant, le journal de toxicologie cardiovasculaire, il y a juste quelques mois, le remdesivir cause des effets cardiotoxiques bien pires que ceux de la chloroquine, comme ces études l'ont proclamé. Très bien. Quels sont les autres effets cardiotoxiques publiés? Si vous commencez ici, dans la partie surlignée, il y a des rapports de bradycardie sinusale, d'hypotension, d'anomalies de l'onde T, de fibrillation auriculaire, qui sont des problèmes arythmiques. Rappelez-vous que Nature Médecine a dit que les arythmies sont un effet secondaire du virus. C'est en fait un effet secondaire inédit du seul et unique médicament perfusé dans vos veines, et un allongement de l'intervalle QT qui crée cette léthargie et cette fatigue, et quelques cas d'arrêt cardiaque et de blocage cardiaque complet après la perfusion de remdesivir. Pourquoi est-ce si important? En 2005, Anthony Fauci savait que la chloroquine s'était révélée être un puissant inhibiteur du coronavirus du SARS-CoV-2 en 2005. Pourquoi ont-ils publié cela? La conclusion de cette étude en 2005, la chloroquine, un médicament relativement sûr, efficace et bon marché, utilisé pour traiter de nombreuses maladies humaines, dont le paludisme, l'amibiase et le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, et efficace pour inhiber l'infection et la propagation du SARS-CoV-1 en culture cellulaire, nous le savions depuis 15 ans maintenant. C'est important. Le NIH vient de mettre à jour ces tableaux. Il s'agit en fait du tableau 2E sur nih.gov. Dernière mise à jour le 8 juillet 2021. Vous remarquerez que le remdesivir est listé ici. Vous verrez les effets indésirables dans la deuxième colonne. Regardez tous, le 5e point sous les effets indésirables du remdesivir. Il est indiqué que l'excipient du médicament, le SBECD, en abrégé, a été associé à une toxicité rénale et hépatique. On le sait, puisque c'est même publié comme effet secondaire connu du médicament. Sur ce tableau daté de juillet 2021 intitulé « Caractéristiques des agents antiviraux approuvés ou en cours d'évaluation pour le traitement du Covid-19 ». Dans ce tableau, 3 médicaments sont listés, comme approuvés ou en cours d'évaluation par le NIH. Le deuxième était l'ivermectine. Il vous donne les doses à utiliser chez les patients hospitalisés. Le tout premier point de la deuxième colonne, sous les événements indésirables ou les effets secondaires, généralement bien tolérés. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur ce point, car ils ont mis ce tableau à jour en décembre. C'est maintenant le tableau 2F. Regardez la date de la dernière mise à jour, le 16 décembre 2021, juste en dessous du titre. Il liste le remdesivir comme seul médicament approuvé par la FDA figurant sur cette liste. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'ivermectine. Vous verrez mentionner que l'ivermectine n'est pas approuvée par la FDA et qu'elle n'est pas recommandée par le groupe d'experts. Et je vous invite à noter ce qu'ils ont supprimé sous les effets secondaires de l'ivermectine. Je l'ai fait remarquer aux législateurs du pays et du monde entier. Ils ont supprimé la première phrase qui disait « généralement bien toléré ». C'est le seul qu'ils ont supprimé pour référence. L'ivermectine, premier point, généralement bien toléré. Ici, ils l'ont enlevé. Ils ne veulent pas que vous le voyiez. Ils ne veulent pas que vous sachiez que c'est généralement bien toléré. Ok, donc je veux que vous sachiez que ce tableau du NIH comporte 6 ou 7 médicaments. Le remdesivir est le seul à avoir été approuvé en décembre 2021. Et c'est toujours le seul médicament approuvé par la FDA pour traiter le remdesivir. Après qu'il ait été publié qu'il provoque une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale aiguë, et maintenant l'insuffisance cardiaque que nous connaissons, et des malformations cardiaques, les centres de Medicare Medicaid Service, ici aux États-Unis, Medicare couvre toutes les personnes âgées, les pauvres et les handicapés. Mais Medicaid offre actuellement, vous verrez le titre, des paiements supplémentaires pour les traitements Covid-19, selon la loi CARES. Le jury devrait en discuter. S'il est vrai que remdesivir provoque une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique et une insuffisance cardiaque, tout le monde devrait débattre du fait que le CMS de Medicare soudoie tous les hôpitaux avec un bonus de 20% s'ils utilisent le remdesivir. Et ce bonus s'applique à la totalité de la facture des patients traités pour Covid-19. Vous pouvez lire ici, dans la partie surlignée, que les demandes de remboursement du NCTAP, New COVID Treatment Add-on Payment, sont celles qui sont éligibles pour le paiement de 20% de bonus supplémentaires en vertu de la section 3710 de la loi CARES. Des bonus de 20% sont distribués à tous les hôpitaux d'Amérique dans 2 cas.
Pour les patients âgés de 65 ans et plus, le code de diagnostic ICD-10-CMU07. 1 correspond au Covid-19 positif, c'est le code de diagnostic pour lequel ils reçoivent un bonus de 20%. Le second point, ou code ICD-10-PCS pour le remdesivir. Et ensuite, en dessous, vous verrez le tableau où ils disent aux hôpitaux, si vous inscrivez ces deux codes, ces deux premiers codes du tableau, vous donneront un bonus de 20% si vous choisissez le remdesivir, un médicament connu pour être toxique et mortel, éprouvé comme tel. À présent, je voudrais attirer votre attention sur ceci. Pourquoi Medicare continue-t-il à soudoyer les hôpitaux? Pourquoi? Alors qu'en fait, regardez ce tableau. Regardez la date en haut à droite. C'est sur c19early.com. Aujourd'hui, 13 février 2022. Remarquez qu'il s'agit de tous les résultats sur la mortalité. Ils prennent les études de recherche du monde entier utilisées pour traiter des patients hospitalisés atteints de Covid-19 et ils veulent savoir lequel de ces médicaments produit les plus grands taux d'amélioration et de survie. Regardez ce tableau. Il date de ce matin. Regardez le bas du graphique. C'est là que se trouve le remdesivir. La deuxième colonne est la section sur l'amélioration. Les pourcentages de toutes les personnes dans les études de recherche où l'on voit des améliorations et où les gens ne meurent pas. Le remdesivir est à 19% d'amélioration et regardez le nombre d'études et le nombre de patients dans ces études. Puis regardez le coût de ce médicament qui est un échec. C'est plus de 3100 $ par traitement, ce qui correspond à une période de traitement de 5 jours. Presque tout ce qui est au-dessus donne de meilleurs résultats que le remdesivir. Et il s'agit d'études mondiales. Ma question est la suivante. Pourquoi 2 ans plus tard, continuons-nous à soutenir un médicament dont l'échec est manifestement pire que celui de plus de 30 autres produits que vous pouvez voir ici, dont des nutriments? Vous verrez que l'ivermectine à elle seule a un taux de réussite de 54%. C'est facilement le double de l'efficacité du remdesivir sur la mortalité et l'amélioration des résultats de mortalité. La quercétine, vous verrez de la povidone iodée à 72%. C'est un lavage nasal et un gargarisme pour la gorge qui coûte 1 $. Pourquoi promouvoir le remdesivir? C'est le médicament le plus cher de toute cette liste et c'est l'un de ceux qui échouent le plus. La FDA vient de faire une mise à jour le 24 janvier, il y a quelques semaines à peine. À cause du variant Omicron, nous cessons maintenant d'autoriser l'utilisation de Régénéron dans toutes les cliniques du pays, dans tous les États, tous les territoires, toutes les juridictions. Et ils affirment en fait qu'Omicron ne réagit pas au traitement par ces anticorps monoclonaux qui étaient utilisés. Et à cause de ces données, ils suspendent maintenant son utilisation. Je vous montre juste. Il n'y a que la liste ici dans la partie surlignée. Il est important de noter que plusieurs autres traitements, le Paxlovid, le Sotrovimab, le Remdesivir appelé Veklury et le Molnupiravir, un médicament de Merck, sont censés agir contre le variant Omicron. Ce sont les seuls qui sont autorisés ou approuvés pour traiter les patients atteints de Covid-19 léger à modéré dans et en dehors des hôpitaux avec le variant Omicron. Et je veux attirer votre attention sur ceci. Ils ont listé 4 médicaments ici, Paxlovid, Sotrovimab, Veklury et Molnupiravir. De tout ce que je viens de vous montrer sur ce tableau, Paxlovid est en haut. C'est un médicament créé par Pfizer, qui n'a fait l'objet que d'une seule étude sur 2000 patients, et dont le coût moyen est de 700 $. Si vous regardez le Sotrovimab, juste au-dessus de la vitamine D, vous verrez 41% et 46%. Le Sotrovimab est le deuxième médicament qu'il suggère. Regardez ça. 2 études avec 1400 cas, 2100 $. Le Molnupiravir est 4 lignes au-dessus du Sotrovimab avec un taux de réussite de 50%. 3 études de 1900 personnes à 700 $ chacune. Je souhaite que vous vous rendiez compte que ce sont les plus chers ici, y compris le Remdesivir qui était le 4e médicament. Tellement d'autres sont moins chers et plus efficaces et les gens devraient s'y référer. 3 jours avant que la FDA ne dise « vous devez utiliser le Remdesivir, le Sotrovimab, le Paxlovid et cet autre médicament coûteux, le Molnupiravir », 3 jours avant cela, le monde doit savoir cela. Le jury doit le savoir. Ce médicament qui provoque une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique et une insuffisance cardiaque, la FDA vient d'élargir son usage le 21 janvier. Je vais vous lire ça. Fiche d'information pour les prestataires de soins de santé, EUA, autorisation d'utilisation en urgence de Veklury, Remdesivir, pour le traitement du coronavirus 2019 chez les patients pédiatriques pesant 3,5 kg. Ils autorisent maintenant l'injection de Remdesivir dans les veines de tous les nouveau-nés pesant 3 kg ou plus
et de tous ceux qui se situent entre les deux. Et ils font des tests PCR aux bébés dans les hôpitaux dès leur naissance pour voir s'ils sont positifs. Et ils les prendront et leur injecteront du remdesivir en intraveineuse, un médicament connu pour détruire les cellules cardiaques, causant des cardiomyocytes, pour provoquer une insuffisance hépatique et une insuffisance rénale. Je dois porter certaines choses à l'attention du jury, des juges dans le monde en relation avec ce document. Ils stipulent des tests positifs dans les hôpitaux ou hors des hôpitaux. C'est donc dans et hors des hôpitaux. Ce que tout le monde doit savoir, c'est qu'en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la FDA pour la pédiatrie, le parent et le soignant ont la possibilité d'accepter ou de refuser le Velclury. Veuillez prêter attention au fait que, comme noté sur l'EUA, tous les parents ont le droit de refuser. Selon le 3e point de l'autorisation d'utilisation d'urgence, les professionnels de la santé doivent fournir des informations sur les traitements alternatifs disponibles et sur les risques et les avantages de ces alternatives. Ils doivent vous informer sur le traitement alternatif disponible pour votre enfant ou votre bébé. Mais je dois vous montrer le contenu du document. Regardez au milieu de la page, les alternatives approuvées et disponibles, page 10 du même document. Remarquez qu'il est écrit qu'il n'y a pas de produits alternatifs approuvés et disponibles pour le traitement du Covid-19 des patients pédiatriques. Attendez une minute, ils viennent de dire au point 3 que les médecins et les prestataires de soins de santé doivent fournir des informations sur les traitements alternatifs disponibles. Mais plus loin, le document vous dit qu'il n'y en a pas d'autres qui soient approuvés, seulement le remdesivir. Il indique en fait ce qu'ils doivent faire si jamais ils vous donnent du remdesivir. Et il y a un effet secondaire. Regardez la déclaration 7. Elle dit que dans les 7 jours civils, un fournisseur de soins de santé doit fournir sur le formulaire 3500 de la FDA tous les événements indésirables graves signalés chez les bébés recevant du remdesivir. Le monde a besoin de savoir ceci. Quels sont les effets indésirables graves qui pourraient se produire avec le remdesivir, qu'ils veulent que vous signalez et pour lesquels ils vous tiennent responsable? Regardez ici, au numéro 8. Regardez, les événements indésirables graves définis sont la mort, un événement indésirable mettant la vie en danger, l'hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation existante, une anomalie congénitale ou une malformation congénitale, une incapacité persistante ou significative ou une perturbation substantielle de la capacité à mener des fonctions vitales normales, une intervention médicale ou chirurgicale pour éviter la mort, un événement mettant la vie en danger. Très bien. Que devez-vous savoir d'autre? En bas de l'écran, je veux que vous sachiez pourquoi la FDA a délivré une EUA pour le remdesivir chez les bébés. Il est dit ici en bas que la FDA l'a délivré à la demande de Gilead, le fabricant de remdesivir, et sur la base des données soumises. Maintenant, il faut que je soulève un point. Pourquoi n'avons-nous pas les autres sociétés qui fabriquent l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le budesonide? Elles doivent se rapprocher de la FDA et demander une autorisation d'urgence, mais il semble que Gilead puisse le faire. Et sur la base de données qu'ils ont soumises, je vais vous montrer quelles sont ces données dans ce document. Regardons les données que Gilead a fournies à la FDA pour dire que l'on peut maintenant l'utiliser chez les patients en pédiatrie. Le 11.3, toutes les données pour l'usage pédiatrique. Regardez ça. La sécurité et l'efficacité de Velclury remdesivir n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques pesant de 3,5 kg à moins de 40 kg. En dessous, 2 points. Hospitalisés ou non. J'aimerais donc savoir quelles sont les données dont dispose la FDA si l'innocuité et l'efficacité du produit n'ont pas été prouvées chez les patients pédiatriques. Quelles données Gilead ont-ils présentées? Alors qu'en fait, le remdesivir s'est toujours avéré être le moins efficace et le plus dangereux de presque tous les médicaments de cette liste. Je confie au jury le soin de découvrir pourquoi ils utilisent ce médicament et continuent à l'utiliser alors qu'il a été prouvé qu'il provoque plus de décès et d'effets secondaires que beaucoup d'autres médicaments. Pourriez-vous juste présenter à nouveau la diapositive parce que je pense que dans la note en bas, il est dit que l'on extrapole à partir des informations reçues des études sur les adultes. Mais je veux dire, elles étaient négatives, donc... Oui, c'est juste là. Je vais le partager avec vous à nouveau. Attendez.
Et ce qui m'étonne, c'est toute la documentation sur Remdesivir et ses publications et études qui ont échoué. Vous pouvez le voir sur l'écran. L'utilisation dans ce groupe d'âge est basée sur l'extrapolation de l'efficacité pédiatrique à partir d'études adéquates et bien contrôlées chez les adultes. Et je vais partager quelque chose avec vous pour que le monde puisse voir cela, car ils doivent le voir. C'est le tableau 2F du NIH qui vient d'être mis à jour en décembre. Une sauvegarde ici d'abord. Voici le tableau 2F. Je dois juste vous montrer et faire défiler. Il liste ici le Remdesivir, approuvé par la FDA pour le traitement des patients hospitalisés pour Covid-19. Approuvé par la FDA. Je vais faire défiler ici pour que vous puissiez voir la liste. L'interféron alpha y est maintenant ajouté. Non approuvé. Interféron bêta, non approuvé. Interféron lambda, non approuvé. Ivermectine, non approuvé. Nitazoxanide, non approuvé. Et vous arrivez à la fin. Il n'y a aucun autre médicament dont le NIH et Anthony Fauci disent qu'il est autorisé ou approuvé pour le traitement. Pourtant, il est indiqué ici que le Remdesivir provoque une insuffisance rénale aiguë. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les paramètres de surveillance du Remdesivir, il est dit « Voir la section sur le Remdesivir pour des informations sur l'utilisation du Remdesivir chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale ». Les paramètres de surveillance indiquent que si on donne du Remdesivir à quelqu'un en Amérique, on peut surveiller les activités des enzymes hépatiques ici même, les élévations de l'ALT et de l'AST. On dit que si on voit l'ALT augmenter, comme on l'a trouvé dans l'étude française, et pour l'étude française, on a retiré le Remdesivir quand le taux d'ALT dans le foie a augmenté de 3 à 5 fois la normale. On a considéré que c'était toxique et mortel. Savez-vous que l'Amérique et le NIH considèrent comme des niveaux acceptables l'élévation des ALT ? C'est dans l'EUA du Remdesivir. Ils autorisent l'élévation des enzymes hépatiques toxiques ALT à 10 fois la normale. C'est acceptable. Et pour ceux d'entre vous qui veulent le voir, je vais vous le montrer parce que c'est là-dedans et ça me dégoûte. Je vais vous montrer. Il y a tellement de documentation ici, mais je veux vous montrer, juste pour que vous puissiez voir. Nous y voilà, je l'ai trouvé. Ok, le monde doit voir pourquoi ça a dérangé la France qu'il l'a retiré. Risque accru, page 7 de l'EUA pour le Remdesivir. Risque accru d'élévation des transaminases. Et je veux que vous regardiez en bas de la page. Regardez le premier point en bas de page. C'est écrit juste au-dessus. Effectuer des tests de laboratoire du foie pour tous les patients avant de commencer le Remdesivir et pendant le traitement. Premier point. Envisagez d'arrêter le Remdesivir si les taux d'ALT augmentent à plus de 10 fois la limite supérieure de la normale. J'aimerais savoir pourquoi notre NIH est d'accord pour intoxiquer le foie alors que les médecins scientifiques français ont retiré le médicament en sachant qu'il était mortel et toxique et qu'il enflammait le foie à des niveaux d'ALT 3 à 5 fois supérieurs à la normale qu'ils considèrent comme mettant la vie en danger. Pourquoi notre NIH d'Anthony Fauci et ses protocoles? Pourquoi sont-ils d'accord pour leur donner ce médicament? Et je dois vous montrer le suivant. Je peux vous le montrer le suivant, juste en dessous de ce niveau, accepté de 10 fois pour les élévations d'ALT, toxicité du foie. C'est écrit ici. Oh, je dois vous montrer, attendez un peu. Ici, vous verrez juste en dessous, il est dit « Risque de réduction de l'activité antivirale en cas de coadministration avec du phosphate de chloroquine ou du sulfate d'hydroxychloroquine. » Il faut que vous sachiez. Oh, je sais ce que je voulais vous montrer, attendez. Laissez-moi vous montrer, il fallait que je vous montre ça. Ceci étant dit, ces choses sont nécessaires. Ok, numéro 4, comme vous l'avez mentionné, vous devez effectuer des tests hépatiques de laboratoire chez tous les patients avant de commencer le Velcluri. Numéro 5, vous devez déterminer le temps de prothrombine chez tous les patients avant de commencer le Velcluri et de surveiller pendant le traitement si c'est approprié du point de vue clinique. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le temps de prothrombine, mais par définition, le temps de prothrombine est un facteur de coagulation du sang.
S'il augmente, cela signifie que votre sang met plus de temps à coaguler et que vous risquez une hémorragie interne. Si le temps de prothrombine est raccourci, cela signifie que vous avez des problèmes de coagulation du sang. Donc, pour ce médicament, ils savent qu'il faut vérifier deux choses, les fonctions hépatiques avant et pendant le traitement apparemment, selon l'EUA. Vous devez déterminer le temps de coagulation du sang avant et après le traitement. Et j'aimerais savoir si tous le font dans le monde. Et j'exigerai que tous les professionnels de la santé le fassent. Car il est prouvé que ce médicament provoque des effets toxiques, cardiovasculaires, y compris, comme nous vous l'avons montré dans Nature Médecine, des incidents thrombotiques, des incidents de coagulation du sang dus au virus. Alors qu'en fait, rappelez-vous, Gilead a été autorisé à participer à la publication des effets secondaires du médicament. Ce médicament doit être retiré de la circulation. Il existe de nombreuses autres informations sur ce médicament, beaucoup d'autres choses que nous avons ici. Mais je crois que ce médicament a été utilisé comme les sédatifs et ce n'est pas le seul. Le remdesivir cible et tue les personnes âgées. Il complique les problèmes d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et d'insuffisance cardiaque. Mais il y a des médicaments sédatifs utilisés dans le monde entier, comme la morphine, le midazolam, actuellement en Amérique et au Canada. Ils utilisent de tels médicaments pour intuber ces personnes amenées à subir une défaillance de plusieurs organes, ce qui les oblige à être placées sous ventilateur parce qu'elles ne peuvent pas respirer. Et ces drogues sont la midazolam, la morphine, le lorazépam, le Precedex. Ces médicaments suppriment la capacité du système nerveux à contrôler votre capacité à respirer. Elles inhibent la respiration. Elles sont aussi connues pour paralyser le système nerveux central et empêchent le cœur de battre. C'est mon opinion. Ils les utilisent comme agents et protocoles d'euthanasie pour accélérer la mort dans les hôpitaux. Ils ciblent les personnes âgées dans le monde entier et ce depuis le début. Et nous voyons bien qu'ils ciblent maintenant les jeunes et maintenant tout le monde. Et si cela vous intéresse, si cela ne vous dérange pas, je peux vous montrer une autre chose. Ils ciblent les cœurs de toutes ces personnes avec ces médicaments pour la sédation, avec le remdesivir comme prouvé dans ces études. Il y a une autre chose que j'aimerais montrer au monde, avant même qu'elle ne paraisse. Mais dans le journal Circulation, nous y sommes. Il déclare « Je crois qu'il y a une attaque affirmée sur le muscle cardiaque en utilisant le remdesivir, en utilisant des protéines spike et des vaccins. » Vous devez voir ça, car ça va dans le sens des effets prouvés du remdesivir. L'American Heart Association publie un journal appelé Circulation le 8 novembre, publié à l'origine le 8 novembre 2021. Il est intitulé « Les vaccins à ARN messager Covid augmentent de façon spectaculaire les marqueurs d'inflammation endothéliale et le risque de syndrome coronarien aigu tel que mesuré par le test cardiaque Pulse. » C'est un avertissement, et c'est ce qu'ils ont trouvé. Ici en bas, au moment de la rédaction de ce rapport, les perturbations du cœur persistent pendant au moins 2,5 mois après la deuxième dose de vaccin à ARN messager. Nous en concluons que les vaccins à ARN messager augmentent considérablement l'inflammation de l'endothélium et l'infiltration de cellules T dans le muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations d'augmentation de thrombose, de troubles de la coagulation sanguine, de cardiomyopathie et d'autres incidents vasculaires suite au vaccin. Il s'agit d'un avertissement. J'en parle seulement maintenant parce que c'est la partie du procès du jury où l'on vous parle des effets secondaires des vaccins. Vous devez comprendre qu'ils découvrent maintenant que les ingrédients du vaccin ciblent les muscles cardiaques, les problèmes de coagulation du sang dans le cœur. Ils provoquent des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et l'American Heart Association publie ses résultats en novembre, un mois après que le journal de toxicologie cardiovasculaire ait publié que le remdesivir provoque les problèmes thrombotiques, une cardiomyopathie et la mort des cellules cardiaques. Je crois qu'il y a un assaut technologique pour créer des thérapies médicamenteuses ciblées ou des poisons qui visent directement le cœur des individus, des personnes innocentes dans le monde entier. Et ils appellent cela les morts du Covid-19 en utilisant des tests falsifiés comme le PCR dont nous avons déjà entendu parler ici. Et c'est mon raisonnement. Alors qu'en fait, nous savons qu'il y a actuellement 150 études qui promeuvent l'immunité naturelle et qui montrent que l'immunité naturelle, suite à des infections Covid ou autres, procure en fait une immunité robuste et plus durable que n'importe lequel des vaccins actuels qui sont actuellement imposés au grand public. Puis-je vous demander s'il y a des preuves de conflit d'intérêts ou d'intérêts financiers de Fauci dans ce qui se passe ?
Oui, il y a eu une réunion, je ne peux pas l'afficher ici, mais il y a eu une réunion où Anthony Fauci a rencontré 11 personnes différentes et a discuté des médicaments qu'ils allaient utiliser comme solution à la pandémie. Et c'était en mars. Peter Breggin a fait un excellent travail dans son livre en le révélant. Et son livre est sous-titré « Nous sommes la proie ». Le docteur Peter Breggin. Anthony Fauci a tenu une réunion avec 17 autres représentants, 9 d'entre eux présents à cette réunion, travailler chez Gilead Sciences. C'est incroyable. Ce sont ces groupes de personnes qu'ils ont choisis pour sélectionner le remdesivir. Donc, c'est une excellente référence. 2000 citations à ce sujet dans son livre qui vous dira aussi qu'il y a des liens entre Anthony Fauci et Gilead Sciences. J'ai déjà entendu des références dans ce procès aujourd'hui. Les gens doivent examiner les liens de Gilead Sciences avec Genentech et Roche et PacBio avec le test PCR. Il y a beaucoup de collusion derrière une grande partie de ce qu'ils ont fait depuis le début. Et c'est orchestré depuis 2014-2015. C'est une partie de toute cette pandémie. Mais oui, il y a, et je vais vous le dire, avec Anthony Fauci et avec des sociétés qui possèdent Gilead, c'est principalement détenu par des sociétés comme Vanguard et BlackRock. Il y a des tonnes de liens avec Gilead, Anthony Fauci et d'autres. Donc le choix, le soutien de l'utilisation du remdesivir, dans mon esprit, est toujours de cibler le cœur, le foie, les reins des individus. Ils savent que c'est toxique. La raison pour laquelle je crois qu'ils sont en train de mettre le remdesivir à partir du 21 janvier avec l'EUA comme seul médicament autorisé à être injecté dans les veines des enfants sans autre alternative et qu'ils ont besoin que des bébés commencent à mourir. Parce que le 15 février, c'est la réunion de la FDA censée avoir lieu pour voter pour donner ces vaccins depuis les nouveau-nés jusqu'aux enfants de 5 ans, ces vaccins Pfizer. Donc je crois qu'ils sont en train de tout mettre en place, étape après étape, pour créer plus de carnage, plus de morts, plus de traumatisme, en accusant un virus comme ce variant Omicron, qui est presque un rhume, et je dirais même que c'est un rhume, personnellement. Mais ils veulent vraiment le mettre en avant, et c'est mortel, même dans la démographie pédiatrique. Ainsi, ils peuvent vendre aux parents, aux grands-parents, qu'ils doivent aussi se faire vacciner. Et c'est la seule raison pour laquelle ils le feraient. Je n'arrive pas à trouver d'autres raisons pour lesquelles ils le feraient. Même lorsque je vous ai montré le document des résultats de mortalité de c19early.com, mis à jour quotidiennement, vous voyez l'efficacité du remdesivir pour préserver réellement la vie des personnes atteintes du Covid-19, c'est 19%. D'après des études de recherche dans le monde entier, 2 ans après, 19%. J'aimerais demander au jury pourquoi on continue à promouvoir ce seul et unique médicament. Son utilisation est désormais autorisée dans toutes les maisons de retraite d'Amérique, en dehors des hôpitaux, depuis la mise à jour de la FDA du 24 janvier. Donc, tout comme le midazolam et la morphine sont utilisés au Royaume-Uni pour tuer des personnes âgées innocentes en incriminant le Covid-19, ils préparent maintenant le terrain pour le faire ici avec le remdesivir. Et avec la documentation publiée que je vous ai donnée, il n'y a aucune raison au monde de considérer qu'il est sûr pour être administré aux personnes âgées. Alors qu'en fait, en ce moment même, le 13 février 2022, moins de 1% de la population mondiale a contracté le virus, a été infecté et est décédé, moins de 1%. Dans l'État de New York, nous avons extrait les données des lanceurs d'alerte de la CMS avec l'avocat Thomas Arends pour tout l'État de New York. Chaque patient de Medicaid qui a reçu 5 jours de traitement au remdesivir pour Covid-19 dans l'État de New York, le taux de mortalité totale est de 26,9% de tous ceux qui sont morts. Quand je dis qu'ils ciblent les personnes âgées, ils savent que ces médicaments vont être toxiques pour elles. Et de toutes les façons, ces chiffres sont inquiétants. Pourquoi utiliseriez-vous un médicament qui a échoué à ce point? Le continuer 2 ans plus tard, à moins qu'il n'y ait une tentative de génocide, pour ensuite vendre au public du monde entier qu'ils ont besoin de vaccins qui sont manifestement un échec. Et vous verrez cela plus loin dans le procès. Est-ce seulement un médicament délivré sur ordonnance ou peut-on aussi se l'administrer soi-même? Et est-ce que les gens le font? Le remdesivir n'est approuvé que pour être administré par voie intraveineuse, soit à l'hôpital, soit dans une maison de retraite. Il administre à l'aide d'une aiguille à perfusion. Ce n'est pas un comprimé. Il a également été approuvé pour être utilisé dans les centres de perfusion en dehors des hôpitaux pour les patients externes. Là où ils utilisaient des anticorps monoclonaux comme le Regeneron, ils autorisent maintenant l'utilisation du remdesivir dans ces établissements. Ces médicaments étaient également administrés par voie intraveineuse. Maintenant, au risque de me ridiculiser, est-ce une conclusion juste, après avoir tout examiné, toutes les preuves que nous avons entendues ce soir, y compris les vôtres, est-ce une conclusion juste de dire que 1.
Nous avons seulement une illusion de pandémie créée par un test PCR défectueux. 2. Ils se servent de cette illusion pour utiliser des médicaments qui tuent des gens, ce qui est alors 3. La raison pour laquelle on fait croire aux gens que c'est causé par le virus, l'illusion, et ensuite 4. Utiliser des vaccins qui sont tout aussi mortels que le remdesivir et les autres médicaments. C'est une illusion absolument. Cependant, on ne saurait sous-estimer la corruption. Le docteur Pierre Kory continue de dire qu'il s'agit d'une tentative évidente et continuelle de provoquer la mort et de nuire. Le test PCR ne détermine pas si vous avez le SARS-CoV-2 ou le Covid-19 ou tout autre virus respiratoire d'ailleurs. C'est un test défectueux, un mauvais cycle mis en place pour créer une exagération de cas de Covid-19. En mars 2020, notre CDC a publié des documents pour les hôpitaux du pays. Thomas Renz a intenté un procès. Ils ont dit qu'en mars 2020, tous les hôpitaux qui recevaient un patient testé positif pour la grippe A ou B, mais négatif pour la pneumonie et négatif pour le test PCR Covid-19, cela figure dans leurs propres documents. Si vous regardez le formulaire d'admission et l'adresse de leur domicile, si dans une ville ou dans les médias vous avez entendu parler d'un cas positif de Covid-19, vous pouvez qualifier ce cas de cas positif de Covid-19 documenté comme tel. Cela vous donnera un bonus supplémentaire de 20% pour ce diagnostic au lieu du diagnostic de confirmation de grippe réellement testée. Ils ont ensuite fait la même chose pour la pneumonie. Ainsi, à partir de mars 2020, ils ont commencé à inciter les hôpitaux et les cliniciens à poser des diagnostics de Covid-19 qui étaient faux, même s'ils n'étaient pas positifs au test PCR. Ils les ont tous incités à le faire. Donc oui, c'est une illusion orchestrée par nos agences fédérales de santé pour exagérer les cas de Covid-19, pour exagérer les causes de décès dues au Covid-19. Et ils les qualifient de complications du Covid. Et je ferai certainement appel au plus grand nombre possible de plaignants dont les proches sont morts dans les hôpitaux du monde entier après avoir été traités au remdesivir. J'en ai en fait encouragé, demandé et reçu des milliers du monde entier. Et je leur ai demandé de regarder leur certificat de décès. Vous verrez qu'ils sont morts de complications du Covid-19. Ils ont diagnostiqué en second lieu une insuffisance rénale aiguë et ils sont morts de complications de la pneumonie secondaire au Covid. Ce n'est pas une pneumonie secondaire au Covid quand vous bloquez les reins et que vous mettez une poche intraveineuse qui inonde d'eau les veines de quelqu'un et qu'il ne peut pas excréter l'eau de ses reins bloqués. Vous inondez son abdomen d'eau. Ils inondent ensuite le cœur, puis s'infiltrent dans les poumons et vous les noyez. C'est ce qu'on appelle un œdème pulmonaire. J'appelle donc à pousser le plus de monde possible à communiquer cette information. Nous savons que c'est ce que font les médicaments. Oui, on a l'illusion qu'ils meurent d'un virus, mais ils sont empoisonnés à mort par des protocoles inappropriés, absolument. On les incite aussi à exagérer artificiellement les cas positifs et à donner des diagnostics pour cela. Je viens de vous montrer que Medicaid en Amérique incite les hôpitaux avec un bonus de 20% et un code s'ils donnent un diagnostic positif Covid-19 à tous les patients âgés de 65 ans et plus, vraiment. Et je voudrais vous demander, jury, juge, si, comme je vous l'ai montré sur le tableau du NIH, il n'y a qu'un seul médicament au 16 décembre qui soit approuvé par la FDA pour traiter les patients hospitalisés pour le Covid-19. Alors pourquoi Medicaid soudoie-t-il tous les hôpitaux pour qu'ils utilisent ce seul et unique médicament s'il n'y en a qu'un seul approuvé, utilisable de toute façon? Pourquoi Medicaid devrait-il les soudoyer avec un bonus de 20% pour qu'ils utilisent ce seul et unique médicament? Seule une raison infâme peut expliquer pourquoi il soudoie tous les hôpitaux pour qu'ils utilisent ce seul médicament dont il est prouvé qu'il provoque une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique et une insuffisance cardiaque. Depuis le début, ils savaient que c'était le cas. Ils nous ont tous menti. Ça y ressemble. Docteur Hardis, merci beaucoup pour votre témoignage. Je dois dire que vous avez donné au jury une idée exacte de ce à quoi nous avons affaire. Et nous avons affaire à un scénario exemplaire en matière d'erreur médicale. Et nous le voyons non seulement aux États-Unis, mais aussi dans tous les pays du monde. Et en ce qui concerne ce grand jury également, pouvez-vous rapidement nous dire, ou pouvez-vous simplement dire, si vous confirmez
que chaque hôpital, chaque médecin qui prescrit le remdesivir, qui prescrit tous les autres médicaments que vous avez mentionnés, le médozolam, commettent une faute professionnelle mortelle, une faute professionnelle médicale, sans l'ombre d'un doute. Êtes-vous d'accord avec cela? Et cela va dans le sens de votre déclaration et du témoignage que vous venez de présenter, à savoir que vous motivez chaque citoyen, le jury, en fait, dans le monde entier, pour qu'une fois qu'ils ont compris que ces médicaments ont été prescrits, ils prennent des mesures nécessaires. Donc maintenant, vraiment, et pour moi, sur la base des preuves que vous avez données, c'est un scénario de manuel de faute professionnelle médicale. Et au cœur de cette faute professionnelle médicale, sans l'ombre d'un doute, se trouve un jeu financier et les parties que vous avez mentionnées lorsqu'il s'agit des gains financiers sont BlackRock et aussi tous les autres investisseurs, je crois. Êtes-vous donc d'accord pour dire que oui, nous parlons maintenant d'un scénario en ce qui concerne ce médicament prescrit? Est-il également utilisé à la fois pour augmenter les statistiques et pour inculquer ou insuffler la peur à la population mondiale? Êtes-vous d'accord avec cela? Absolument, à 100%. Je confirme. Je voudrais aussi juste dire que c'est en fait un manuel d'eugénisme. Je pense que vous avez tout à fait raison, parce que lorsque l'on regarde l'intention, et vous avez rendu l'intention très claire, de la façon dont vous avez effectivement amené le jury à examiner chacun des documents, pour moi, ça se résume aussi à de l'eugénisme. Il s'agit d'une intention criminelle claire et je ne vois pas comment l'un de ces coupables pourra s'en sortir. Je vous remercie donc de l'avoir précisé. Merci beaucoup pour vos preuves et merci d'avoir pris le temps, étape par étape, de montrer au jury, à chaque citoyen du monde, ce à quoi nous avons affaire actuellement. Merci, Dr Hardis. Je vous en prie, je ne saurais trop remercier le docteur Rainer Fulmich et votre équipe. Et merci à vous tous qui êtes ici pour défendre l'humanité, alors que tant de gens s'en fichent et ne veulent pas faire ce qu'il faut. Alors merci à chacun d'entre vous. Dès le début, mon intention était d'essayer d'éduquer, d'avertir, d'inspirer autant de personnes que possible sur ce qui se passe. Et vous avez fait un excellent travail en rassemblant un grand groupe de personnes que je continue à appeler mes collègues et mes amis. Merci au nom de l'humanité. Merci, Brian. Merci beaucoup, docteur. On s'en soucie tous.